La team, les nouvelles qui reviennent disent que l'Algérie aurait trahi le Mali. L'Algérie a apparemment contacté les terroristes de Kidal qui ont été battus à plat de couture par le gouvernement du Mali. L'Algérie les contacte pour quoi faire? C'est la question qu'on se pose. La team, je tiens d'abord à vous dire ici que l'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas depuis la nuit des temps. Toujours à cause de ce genre de conflit. Est-ce que l'Algérie est donc un pays confiant? Est-ce que l'Algérie c'est un pays dont vous devez faire confiance au point de croire que l'Algérie pourrait vraiment être de vos côtés si vous avez véritablement des difficultés? Je pense que non. Et je pense que le gouvernement du Mali doit le savoir. L'Algérie, c'est-à-dire a un gouvernement qui va toujours mener un combat avec beaucoup de marmailles. Parce que quand on dit que les pays n'ont pas d'amis, seulement des intérêts, ouais, c'est ça même l'Algérie. Elle n'a que d'intérêts, mais elle n'a pas d'amis. Ça veut dire que si à un moment donné, ses intérêts ne sont plus de vous soutenir, elle n'aura aucun mal à vous laisser tomber et suivre le côté qui va l'arranger. Pourquoi aujourd'hui l'Algérie contacterait-elle donc des terroristes qui ont été battus à Kidal? Est-ce que ces terroristes font plus de bien à l'Algérie plus que ce que nous-mêmes nous savons? Parce qu'il y a une question que je ne comprends quand même pas. L'Algérie est toujours dans toutes les discussions où il y a les terroristes. On entend toujours parler de ce pays. Et pourtant, ce pays même n'est pas attaqué comme ça. Ils ne sont pas attaqués par les terroristes, ils n'ont pas de problème. Ils sont souvent à l'aise chez eux, aucun problème. Mais c'est toujours d'autres pays qui subissent des terroristes. Et quand vous commencez à les vaincre, eux, ils donnent toujours une porte de sortie à ces terroristes. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Regardez que le Maroc n'arrive pas à faire la paix avec l'Algérie à cause de son manque de loyauté, à cause de son manque de fraternité, à cause de son manque de capacité à être fidèle dans une amitié, même avec les voisins les plus proches. Si l'Algérie n'est donc pas dans la paix et dans la joie avec le Maroc, comment vous pouvez rêver qu'elle pourra être dans la paix et dans la joie avec le Mali? C'est pourquoi moi j'ai toujours su qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'Algérie à 100%. Parce que l'Algérie n'est pas un pays fiable. Surtout pas pour nous les Africains noirs. Vous ne valez absolument rien pour que ce pays-là puisse rester fidèle à vous. Donc c'est important de savoir que même si le gouvernement du Mali fait affaire avec les Algériens, il faut mettre un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'eux, ils viennent faire les affaires avec vous, mais ils ne mettent jamais un pied. Les deux pieds sont dehors et ils guettent. C'est comme ça qu'ils peuvent comprendre s'il y a des intérêts en collaborant avec vous. Et s'il n'y a pas d'intérêt, comment ils peuvent vous vendre rapidement et partir du côté de ceux où ils pourront avoir des intérêts. La team, écoutons ici cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui nous parle de ces informations qui viennent de tomber. Mais est-ce que cela veut dire que c'est fini? Non, c'est maintenant que une page de l'histoire du Niger va se créer. C'est maintenant qu'on doit être plus vigilant que jamais, plus déterminé que jamais. Beaucoup me diront, mais pourquoi tu ne dis pas que ta soeur, elle est au Niger, mais quand elle part au Niger, est-ce qu'elle m'a dit qu'elle allait au Niger? Est-ce que les gens du Niger m'ont une fois dit à Keïta, ok, il y a ta soeur qui arrive, est-ce que tu veux te joindre à elle? Donc, je suis pas jaloux, je suis tout simplement réaliste. Si vous ne vous accordez pas de la valeur, personne au monde ne va vous accorder la valeur. Si vous ne vous reconnaissez pas en tant que tel, personne ne le fera. C'est vous qui allez vous donner de la valeur et c'est en fonction de la valeur que vous avez que les autres vous donneront de la valeur. Mais si c'est vous qui perdez votre temps à courir après les autres, ils ne vous accorderont aucune valeur. Vous comprenez ce que je dis? Accordez-vous la valeur. Donnez-vous de la valeur. Mettez-vous en valeur pour qu'on reconnaisse cette valeur. C'est pourquoi Keïta va continuer son combat en solo. Jusqu'au jour où Dieu permettra peut-être, ce jour-là, quand Dieu même va décider, ce sera au-delà de l'imagination humaine. Mais pour l'instant, Keïta ne coudrait personne, il n'applaudit personne, il ne dit rien à personne. Parce qu'il a mené ce combat. Et si des gens n'ont pas été assez intelligents pour comprendre que ceux qui étaient à la première ligne, là, il y en a qui se trouvent à côté d'eux, s'ils n'ont pas été assez intelligents pour comprendre ça, le reste c'est leur problème, nous ça ne nous regarde pas. Et comme nous, ce n'est pas nous qu'on cherche, c'est pas visibilité qu'on cherche, c'est un combat. Aujourd'hui là, c'est le combat qui est là.
Qui peut dire au Niger que Keïta n'a pas mené le combat de la légitimité internationale? Qui peut dire au Niger que Keïta n'a pas demandé au général à maintes reprises? Certes, il ne l'a pas fait. Mais qui a demandé à la CEDEAO de clarifier la position avant que le Niger ne s'adresse à la CEDEAO? Qui a demandé à la CEDEAO de déterminer la position de la transition avant qu'il n'y ait négociation? C'est bien Keïta Cheikh Oumar. La CEDEAO a suspendu le Niger de toutes ces instances. Donc, en reconnaissant de fait qu'il y a renversement de régime, automatiquement, donc les négociations peuvent avoir lieu avec les autorités qui sont désormais les autorités officielles après la CEDEAO. Antonio Guterres, lui-même, il a pondu un communiqué aujourd'hui. Les Nations Unies, quoi aujourd'hui, mais hier, aujourd'hui. Les Nations Unies reconnaissent aujourd'hui les autorités du Niger et disent que la place revient de plein droit au Niger. Donc, les petites manigances de la France qui tendaient à nous empêcher d'intervenir par-ci, par-là, je dis Dieu merci. Au moins, là où je voulais en venir, le monde est témoin. Et le Niger, dans sa globalité, même si un groupuscule de personnes refuse de reconnaître la place de Keïta dans ce combat au Niger, il s'en fout éperdument. Il n'attend rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Je me bats pour le Niger. Un point, c'est tout. Je n'attends rien de qui que ce soit. Alors, l'objectif est reconnu aujourd'hui. Si la CEDEAO n'avait pas de fait en croyant nous, si la CEDEAO ne nous avait pas suspendus et reconnaître dans le même temps la légitimité du gouvernement, est-ce que les Nations Unies auraient agi? Le ministre de la Défense de l'Allemagne actuellement est au Niger. Alors que les Européens ont dit quelque chose, ne l'oubliez pas. Les Européens ont dit quoi? Les Européens disent que partout où la Russie sera, eux ils seront. Et d'ailleurs, l'Allemagne est en train de quitter le Mali. C'est là où nous allons dire aux autorités du Niger, faire attention. L'Allemagne est en train de plier bagage. L'Allemagne est en train de quitter le Mali. L'Allemagne, je dis bien, l'Allemagne, quand je dis l'Allemagne, je ne parle des forces armées allemandes. Je parle des militaires allemands. L'Allemagne, et d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui avait créé cette cacophonie au Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire par rapport à cette compagnie SAS et par rapport aux 46 mercenaires ivoiriens. C'était l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui avait signé un contrat. C'est pourquoi nous disons au Niger de faire très attention, parce que l'Allemagne est vicieuse. L'Allemagne n'est pas un partenaire fiable. L'Allemagne n'est pas un partenaire fiable. C'est l'Allemagne qui a signé avec l'État major des forces armées de Côte d'Ivoire. Au lieu de signer un accord avec le ministère de la Défense, je ne sais pas, mais il semblerait que c'était avec l'état-major des forces armées ivoiriennes qu'ils ont signé un accord. Et c'est au nom de cet accord-là que des mercenaires sont arrivés en Côte d'Ivoire. L'Allemagne croyait que... Ça dit que l'Allemagne, je vais vous demander pardon à tout le monde, à cause de Dieu, demandez-moi, je vous demande pardon. L'Allemagne faisait le bordel au Mali. Et l'Allemagne veut créer la même merde au Niger. Je pense que le Niger doit tirer les leçons de la mésaventure de la présence allemande au Mali pour savoir ce que veut. Parce qu'aujourd'hui, je vais venir sur l'Algérie, ne vous en faites pas, je viens sur l'Algérie, ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, chacun veut courir individuellement entre les États pour essayer de créer des petites collaborations bilatérales, alors que nos chefs d'État ont dit de façon claire et nette qu'il faut désormais que les trois États parlent au nom du Liptako-Gourma, de la Confédération du Liptako-Gourma. Mais l'Allemagne s'empresse à venir rapidement pour avoir un accord avec le Niger, pour éviter de discuter avec le Liptako-Gourma, sachant bien qu'elle a été chassée et du Burkina et du Mali. Donc, l'Allemagne se croit intelligente, voilà, c'est ce qu'on appelle la perfidie morale politique. Chassée au Mali, elle fuit
elle veut venir. Mais attendez, qu'est-ce que ces Européens ont à ne pas quitter notre continent? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez les pays africains courir après eux? Mais pourquoi ils courent après nous? Forcément, posons-nous cette question. Sommes-nous réellement pauvres que ça? Sommes-nous réellement enfin, je ne sais, I really don't know. I just want to know. Ils n'ont même pas encore fini de ramasser leurs bagages du Mali. Ils veulent déposer déjà leurs bagages au Niger. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif? Pour quelle intention? Pour quelle ambition? Je répète. Ils n'ont même pas fini de ramasser toutes leurs bagages, enfin, toutes leurs affaires au Mali. Déjà, ils sont... ouais, j'espère que je pourrai quand même vous montrer ça. Hein. Permettez-moi de voir. J'espère tout de même que je pourrai... J'espère que je pourrai... Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est arrivé à Niamey à bord d'un avion de l'armée de l'air de son pays, mardi, 19 décembre, n'est-ce pas, le mardi. Donc, c'était il y a quelques jours, où il visitera les soldats allemands stationnés à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Ils sont 120 soldats allemands stationnés à l'aéroport de Niamey. Bon, il continue encore. La visite de Boris est venue discuter, voilà, avec les autorités nigériennes de la présence de ce contingent allemand et aussi de sa sécurité. Waouh. Ça, c'est l'Allemagne, hein. J'ai pas besoin de tout lire. Vous pouvez. C'est pas fini. Alors donc, on continue. On va continuer. Voilà l'Allemagne. Et en même temps, je voudrais dire merci au ministre. J'espère que je pourrai retrouver le ministre. Je vais voir hein, si je peux retrouver le ministre qui a écrit quelque chose. Voilà, il y a le ministre, je cherche tout simplement le ministre, comment il s'appelle, le ministre, attendez, je vais voir. J'ai fait un petit, oulala, bon, c'est pas facile souvent de retrouver ces gens de trucs quand vous faites des partages là. Bon, c'est pas grave. Alors, le ministre Moody, c'est ça, Moody, il dit c'est terminé l'époque où les gens ramassent les soldats, armes et puis ils viennent stationner au Niger. Cette époque est révolue, cette époque est dépassée. Personne ne viendra encore déposer ses soldats au Niger et puis prétendre raconter des conneries que ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est au niveau de l'Allemagne. Et vous connaissez la francophonie, non? Cette histoire de francophonie là. Dans le Niger aussi, on dit on vient de suspendre le Niger de la francophonie. Parce qu'il y a eu renversement de régime. Ce qui est intéressant au Niger, ce que je voudrais que les gens comprennent bien, ce qui se passe au Niger, c'est le Niger, le Mali, le Burkina, ce sont des cas d'école. Et ensuite, ce sont de véritables révolutions dans le sens où ces pouvoirs-là, appelés pouvoirs militaires, ont le soutien légitime, l'accompagnement souverain du peuple souverain. Donc, le peuple leur accorde aujourd'hui ce crédit. Le peuple leur accorde aujourd'hui, n'est-ce pas, cette autorité, cette légitimité à agir pour défendre son intérêt. Vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de parler, on dit, j'ai vu quelque part, bon, j'ai les documents avec moi, pas j'ai vu quelque part, le ministre des Affaires étrangères du Mali a interpellé l'ambassadeur de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie s'est livrée à un jeu, le jeu favori de l'Algérie, c'est-à-dire le service secret algérien, je ne sais pas trop comment il s'appelle,
a toujours travaillé de concert avec la DGSE. Je vous ai toujours dit ça. J'ai toujours dit au gouvernement malien, ne faites jamais confiance à l'Algérie. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, beaucoup. Je remercie mon jeune frère Abdounian qui est revenu là-dessus. Aujourd'hui, on nous parle de ce qui... Aujourd'hui, le Mali est outré de ce que... regardez ce qui se passe. L'Algérie appelle tous ceux qui ont commis des carnages au Mali. Ces terroristes. L'Algérie les appelle, selon lui, pour relancer les accords de paix d'Alger. Ça c'est officiellement, c'est ce que l'Algérie dit. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une intervention où j'ai dit, le service de renseignement algérien, le gouvernement algérien s'est senti trahi. Ils disent que, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à dire, mais je vais m'organiser quand même pour que vous puissiez avoir le maximum. Je vous ai dit hier, vous méritez le meilleur. Merci à toi, Zongo, comment tu vas? Alors, écoutez très bien ceci. On va faire un petit saut en arrière d'abord. L'Algérie s'est dit l'Algérie s'est dit trahie par la Russie. Après la prise de Kidal. Vous vous rappelez, j'avais fait une intervention là-dessus. L'Algérie s'est dit trahie par la Russie pour avoir, selon eux, aidé le Mali à prendre Kidal. Et moi, la presse internationale s'est fait l'écho de ce que Wagner aurait aidé les Fama à prendre Kidal. Mais il y a une seule photo, et ça, c'est ça qui montre la manipulation de la presse et l'immaturité de ceux qui vont s'abreuver de ces genres de bêtises. On a montré la photo d'une seule personne de couleur, je dirais, un peu plus ou moins occidentale, la couleur. Il était sur sa moto. Donc, il y a un seul gars sur une moto que France 24 a pris pour faire le tour du monde comme étant la présence de Wagner. Une seule personne sur une seule moto. Donc, ce jour-là, j'ai dit, mais si une seule personne est Wagner et que c'est la seule personne qui a fait fuir les terroristes et rebelles, c'est que vraiment le gars, il est fort. Mais en même temps, la presse française s'est prise elle-même dans son propre piège. C'est pourquoi souvent je dis au ministre Diop, je le dis encore aujourd'hui, monsieur le ministre, j'espère que vous prenez plaisir à regarder le combat informationnel que mène Keïta. Et je vous ai dit, monsieur le ministre, je suis doué dans ce domaine-là. Je suis bon dans ce domaine. Et je maîtrise ce domaine. J'ai de la valeur dans ce domaine. Allons-y, je vous en prie. Partagez et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Cheikh Oumar Keïta Facebook et Keïta Cheikh Oumar YouTube. On va continuer. On va continuer. Écoutez très bien. Comment la presse française s'est prise dans son propre piège? Il y a un communiqué rédigé par la DGSE et l'Élysée au nom des mouvements rebelles. Ils disent qu'ils ont dû abandonner leur position parce qu'ils étaient pilonnés par les drones de l'armée malienne. Mais c'est la même presse qui dit c'est Wagner qui les a chassés. Mais les terroristes et rebelles disent à cause des drones qu'on a dû quitter notre position. Monsieur le ministre, bon ça c'est chez Keïta ici, tu peux entendre ça et c'est pas ailleurs. Hein, monsieur le ministre, c'est nous ici on donne la valeur aux femmes. Monsieur le ministre Diop, je vous en prie, prenez plaisir à écouter Keïta parce que c'est un don de Dieu. Alors, est-ce que la presse française ne s'est-elle pas prise dans son propre piège? Elle donne la parole aux terroristes et rebelles qui disent que à cause des drones, ils ont dû quitter leur position. Et la presse française dit, soutenue par Wagner, l'armée malienne a pris Kidal. Alors que les rebelles même qui avaient Kidal disent qu'ils ont quitté leur position à cause des drones de l'armée du Mali.
Donc finalement, se trouve la vérité. Est-ce que ce sont nos drones ou c'est le seul motard là, hein, Wagner là selon eux, qui a pris Kidal pour le Mali? Cherchez vous-même la vérité. Donc je vous laisse vous-même apprécier la vérité. Je vous ai dit, France 24 vient moi seul billah et avec petit 5 francs là, je les mets KO avec leur million d'euros de budget, je les mets KO. Est-ce que ça là, si le monde entier entend ce que je dis, France 24 aura encore de la crédibilité? C'est pourquoi je vous demande d'être la bénédiction des autres, partagée pour que tout le monde puisse recevoir. Les rebelles qui sont en France disent on a fui, on a quitté nos positions à cause des drones. Sur les plateaux de France 24, on dit on fait démonstration jusqu'on va prendre la photo du gamin sur France 24, on dit voilà la présence de Wagner, voilà le gars qui rentre à Kidal, Wagner est dedans. Mais c'est la seule moto de Wagner qu'on a vue. On n'a pas vu autre photo de Wagner. Mais les autres disent, c'est pas ça, c'est les drones là. L'armée malienne a des drones qui sont, c'est des drones cafris, c'est les drones qui nous ont fait fuir. Bon, ça c'était l'éclairage que vous devrez savoir. Alors, d'abord, l'Algérie commence, on a entendu qu'il y a un guide malien, moi je vous ai dit, le vieux, moi je ne parle pas de lui. Je ne me mets pas à parler de lui. Je le laisse avec sa propre conscience. Je le laisse avec le Coran qu'il dit prêcher, la parole de Dieu qu'il dit prêcher, et je le laisse avec Dieu. Donc moi, je n'interviens pas dans ce qu'il dit. Puisque lui, c'est le nom de Dieu, c'est le Coran qu'il prend pour parler. Je suis trop petit dans ça. Donc je le laisse avec son Coran, avec Dieu, et tout ça autre là. Moi, je n'interviens pas. Mais cependant, l'Algérie dit appeler les rebelles, les signataires, pour relancer le processus. Je pense que, en ce qui me concerne, les relations internationales entre États, lorsque vous voulez intervenir dans une situation, je vous donne un exemple simple, pour que la CEDEAO puisse intervenir, envoyer des émissaires au Niger, il a fallu d'abord que la CEDEAO clarifie la position du gouvernement de la transition. C'est-à-dire, en suspendant le Niger, on reconnaît d'office le gouvernement de la transition comme étant le seul gouvernement officiel et porte-parole du peuple du Niger. Moi, je ne vois pas la suspension du Niger comme étant une mauvaise chose. À part les comptes bloqués, les frontières fermées. Et là, j'ai pas fini. Patrice Talon aujourd'hui est en train de demander pardon. Là aussi, vous n'avez pas entendu. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Patrice Talon il dit qu'il est en train de demander pardon à Tiani. Il demande pardon. Il s'est mis à genoux. Il demande pardon. Le Niger n'a qu'à revenir au port de Cotonou. On va parler de ça, on n'est pas pressé encore. Alors donc, l'Algérie appelle les belligérants, enfin, ceux qui sont... Et puis, l'Algérie les reçoit, et tout ça. Mais, le Mali, c'est vrai que c'est l'Algérie que nous avons vue. C'est sur le sol algérien que ça s'est passé. C'est à l'initiative du président algérien. Mais moi, je vais vous donner ma part de vérité. Mon jeune frère Abdoul Niang a donné sa part de vérité, qui est très plausible. Mais moi, je vais aller beaucoup plus loin que le jeune Abdoul Niang. Qui a demandé à Alger d'intervenir? Parce qu'il y avait déjà d'autres accords entre les soi-disant rebelles. Au moment où Blaise était encore au pouvoir, il y avait eu des accords à Ouaga. Je crois même que Faure Gnassingbé a eu même à intervenir aussi, si je me rappelle bien. Mais à la dernière minute, comme la France l'a si bien fait avec la Côte d'Ivoire, entre les rebelles de Soro Guillaume et Laurent Gbagbo, ils ont torpillé tous les accords qui ont été conclus et imposé un seul accord.
c'est-à-dire les accords d'Alger. Et pour que les rebelles, les criminels, les terroristes se retrouvent à Alger, il y a eu une situation que vous ne savez pas, que mon jeune frère Abdul Niang, qui est très bon dans son domaine, mais qui ne sait pas, que le Mali peut-être même n'a pas vu venir. La France a limogé d'abord le chef du renseignement. Keita, tu dis quoi? Attendez, je vais vous montrer ça. J'espère que... Donc, bon, attendez, la France a fait beaucoup de choses, hein, mais je viens. J'espère que... Bon, la France et le monde parleront de Bernard Aimier au passé. Il a été limogé par le président Emmanuel Macron en Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023 et remplacé par Nicolas Lerner. Ce changement à la tête des services secrets français aurait un lien avec les récents événements survenus dans le Sahel. Ce n'est pas tout. Pour que ce monsieur soit limogé, c'était, si vous fouillez, et je mets, bon, Chris Yapi, ses compétences ne sont pas encore là-bas, sinon je vais dire Chris Yapi va chercher. Il y a une relation directe entre la rencontre que l'Algérie est en train d'organiser avec les anciens rebelles et le limogeage de ce monsieur. Rappelez-vous, je vous ai fait écouter le ministre de l'Intérieur, Safourla, le ministre de la Défense française. J'ai parlé de vous, de la première ministre française, de la ministre des Affaires étrangères française, tous devant le Conseil de défense du Sénat français, on dit que ce n'est pas, que le renseignement français n'était pas en faute. C'est là que vous devez respecter, que nous devons respecter le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine. C'est en cela que je vous ai dit, c'est une fierté aujourd'hui que grâce à Assimi Goïta, le drapeau malien flotte dans le cosmos. Donc, le Mali a désormais son satellite de surveillance et de communication, mais pour le moment, c'est limité au renseignement militaire. Donc, le Mali avait tellement filtré ces informations. Je vous ai toujours dit une chose. Je dis, pour réussir une opération militaire, il y a deux éléments qui sont cruciaux. Les yeux de l'armée, les oreilles de l'armée. Et le renseignement que vous obtenez en temps réel sont des facteurs déterminants pour réussir ou pour ne pas réussir lorsque vous voulez lancer une opération militaire. Et j'ai dit que la France n'a plus les moyens de contrôler en temps réel les informations au niveau du Mali. La France ne sait plus parce que notre renseignement était sous-traité avec la France. Il n'y a pas un pays africain colonisé par la France aujourd'hui en accord avec la DGSE dont le renseignement n'est pas sous-traité avec la DGSE. C'est la DGSE qui décide de vous dire ce que vous devez savoir, ce que vous ne devez pas savoir. La DGSE vous prive d'informations capitales pour vous éviter, pour vous éviter de vous préparer au pire. C'est pourquoi la DGSE a toujours fait tomber les régimes que l'Élysée ne voulait pas. Parce que tous les services de renseignement des pays colonisés par la France sous-traitaient directement avec le renseignement extérieur français. C'est eux qui vous disent, qui vous donnent les informations dont vous avez besoin, parce que vous n'avez pas les moyens pour avoir ces informations, vous n'avez pas de satellite, vous n'avez pas de réseaux de communication, vous n'avez pas un moyen pour avoir des communications cryptées, c'est eux qui décident et c'est eux qui font le tri. Après que l'information remonte à Paris, c'est Paris qui fait le tri et dit voilà ils ont besoin de ça, ça là ils n'ont pas besoin de ça. Voilà comment la France arrivait à déstabiliser nos États. C'est pourquoi souvent quand je vois certains se qualifiant de spécialistes, ils vont s'asseoir sur les télévisions des Africains qui racontent leur petite vie de misère et misérable. Je dis vous n'avez rien compris, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est une petite logique. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne maîtrise rien. C'est la DGSE aujourd'hui qui dit à Alassane Ouattara si c'est chaud ou si ce n'est pas chaud.
C'est moi qui veux le dire. C'est moi qui veux le dire. Et il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut me remettre en cause. Il n'y a personne dans le gouvernement ivoirien qui veut dire ce que j'ai dit est faux. Il n'y a personne. Et aujourd'hui, si le Mali a réussi, si le Mali a eu le courage de dire, MINUSMA dehors, c'est pourquoi j'ai dit à Philippe Etienne qui se fait, comment il s'appelle votre président congolais là? Il dit, hé, petit, tu ne sais, il faut demander conseil à ton frère Assimi Goïta. Faut pas te lever comme ça parce que le Mali a dit va, toi aussi tu as dit va. Hein? Est-ce que, si toi, si ton service de renseignement continue de sous-traiter à la France là, et plus tard tu dis va là, il faut t'apprêter petit que c'est Guédi, parce que ce qui arrive là, tu vas te chercher. Pourquoi le fils de Dibi ne vaut rien ça à la France? Parce que tout le renseignement de Tchad est sous-traité par la France. Je vous l'ai dit, je le répète une énième fois. Moi, Cheikh Oumar Keïta, je rends honneur à mon père Gaussou Keïta qui les repose en paix. À mon père Sidi Keïta qui repose en paix, Moussa Keïta. Et le nom de leur plus grand frère qui s'appelle Oumar Keïta et Ousmane Keïta, que tous se reposent en paix. Je suis une fierté pour eux, je le dis sans offenser quelqu'un. Je commence par ma mère Mariam Diallo et toutes mes mamans vivantes, comme celles qui sont décédées, que vraiment Dieu bénisse nos mères. Et à travers moi, que ce soit pareil pour tous. Je vais vous dire une chose qui est importante. L'Algérie, c'est de l'Algérie qu'il s'agit toujours. Hein. Quand Assimi Goïta a décidé de couper le pont, Assimi Goïta sait que pour mener une guerre, il faut l'information. Et Assimi Goïta savait que l'information était sous-traitée avec la France. Et prendre certaines décisions sans prendre certaines mesures, c'est s'exposer. Et c'est ce que le petit Kisekedi là, il est en train de faire. Il prend 2, 3 drones, il montre aux Congolais, il croit qu'il est prêt. Eh, Congolais, je vous dis, dites à votre président, il n'a qu'à arrêter de plaisanter avec la vie des Congolais. Il n'a qu'à arrêter. Parce que tant qu'il ne va pas contrôler le renseignement, tant qu'il n'aura pas le contrôle sur le renseignement militaire, sur le renseignement extérieur, il n'a qu'à quitter. Il va vendre la vie des Congolais cadeau. Parce que c'est la France qui sous-traite. Aujourd'hui, pourquoi la France a limogé le mercredi dernier? Ce mercredi, c'était quand? Hier, pourquoi la France a limogé le chef du renseignement extérieur? La France croit que c'est sa faute. Ce n'est pas sa faute. C'est parce que nous travaillons directement avec la Russie. La Russie respecte notre intégrité. Ce qui nous revient de droit en termes de renseignement, la Russie n'a rien à voir dedans. Ça, c'est le Mali. Et c'est pourquoi la Russie n'a pas hésité à faire flotter le drapeau malien en haut, pour que désormais, on ne passe plus par la Russie, mais que le Mali lui-même exploite ses propres informations à partir de son satellite. C'est de ça que le Liptako Gourma avait besoin. L'information en temps réel pour mener toutes les guerres. Et quand l'Allemagne court pour venir, quel apport l'Allemagne peut apporter au Niger aujourd'hui que le Mali, le Burkina ne peut pas apporter au Niger? Zéro. Je suis content aujourd'hui parce que j'entends des voix au Niger qui s'élèvent pour demander le départ des Américains. Les Américains ne sont plus les bienvenus au Niger. Ce sont des traites. Les Américains, ils avaient certaines informations à travers leurs espions qui avaient infiltré le Mali. Mais ils ont laissé la France se casser la gueule, croyant que si la France tombe, eux, ils pourront revenir. Ils se croient plus malins que nous. Ils ne savent pas que nous aussi, que les périodes ont changé. Les Américains, c'est vrai, ils avaient certaines informations. Mais pas des informations aussi crédibles parce que la Russie, quand la Russie te donne, comment on appelle, un système, un réseau d'informations cryptées, mon ami, il faut aller dormir. Les Américains vont passer leur vie proche. Les Américains n'ont jamais reçu de toute leur vie à casser un code russe. Les Américains n'ont jamais réussi à casser un code, comment on appelle ça, un code chinois ou un code bon, les Nord-Coréens, ils travaillent avec la Chine. Je veux une seule personne au monde pour me prouver que ce que je dis est faux. Huawei est le seul téléphone au monde qu'aucun pirate américain n'a réussi à casser le code. Mais tous les jours, les gens prennent l'iPhone que vous achetez millions. Les enfants cassent le code matin, midi, soir.
Quand il y a eu un attentat, il y a eu cet attentat meurtrier terroriste aux États-Unis. Ils ont pris le téléphone des terroristes après sa mort. Ils ont demandé comment on appelle ça, à iPhone d'ouvrir le téléphone. iPhone a refusé. Ils sont allés en justice, iPhone a gagné. Il dit, si on ouvre aujourd'hui, on perd notre clientèle, on perd notre crédibilité. Donc l'État, à l'époque de Barack Obama, j'étais encore aux États-Unis, ils sont allés au procès et les États-Unis ont perdu le procès face à iPhone. Ils n'ont jamais donné le code. Maintenant, qu'est-ce que le FBI a fait? Parce que le FBI, c'est le service de renseignement intérieur. La CIA, c'est le service de renseignement extérieur. Donc le FBI a fait appel aux plus grands pirates. Ils sont même allés faire sortir des gens. Les casseurs de code, là, les voyous, ils sont allés même faire sortir des gens de la prison. Et puis ils ont mis les gens pour travailler sur le téléphone. En quelques semaines, c'était pas dans quelques jours, hein, ils ont travaillé presque, ils ont même dépassé le mois. Ils ont créé des algorithmes par-ci, par-là, avant de pouvoir casser le code de iPhone. Ils ont cassé le code et puis ils sont entrés dans le téléphone du gars. Mais ils n'ont jamais pu casser un code chinois. Toujours c'est eux qui disent la Chine nous a piraté, la Chine pirate, la Chine nous pirate, mais ils n'ont jamais piraté la Chine. C'est la Russie qui nous pirate, la Russie manipule nos élections, mais ils n'ont jamais pu manipuler pour les Russes. Léa, merci merci, comme on appelle, amiral. Merci. Alors, donc, le Mali aujourd'hui, on a limogé le directeur du renseignement français à cause du Liptako gourmand. Parce qu'ils n'ont pas vu le Liptako béni, ce n'est pas tout. On est en train de créer notre monnaie. Comment le renseignement français, c'est nous on en parle. Le fait que nous, je vous ai dit, c'est nous on crie wow, 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 wow. Mais, ils savent que si nous on en parle, que c'est une réalité qui va arriver tôt ou tard. Et la France dit comment la DGSE n'a pas vu venir ce qui est arrivé. La puissance de feu qu'il voit sur le terrain, les armes que le Burkina a aujourd'hui, qui arrivent parce que les gens étaient prêts à accuser le Burkina de violation des droits de l'homme. Dieu merci, la plupart de nos hélicoptères, de nos drones, ils filment bien avant d'abattre les terroristes. Donc, de quel droit de l'homme on va parler? Et la France, sur ce terrain-là, on lui a damé le pion. Donc, le renseignement, il a été rendu. Malgré la première ministre, elle dit non, 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 c'est pas notre renseignement, le Mali. Et vous allez voir tout de suite, le Mali serait un califat. Donc leur prédilection maléfique s'est retournée contre eux-mêmes, comme chaque fois je dis, Dieu, que tout ce qu'ils projettent contre le Mali se retourne contre eux-mêmes. Donc, maintenant, c'est le service de renseignement français qui subit un changement. Alors que eux, ils voulaient des changements chez nous, mais c'est eux-mêmes qui subissent les changements. Ça, ce n'est que la partie visible du iceberg, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en France. On ne l'a pas limogé parce qu'il y a eu des attentats en France. On l'a limogé parce que la France ne maîtrise plus rien dans le Sahel. Parce que la France est aveugle dans le Sahel. La France contrôlait notre renseignement dans le Sahel. La France ne peut plus le faire. Donc, la France a rapatrié tout son personnel de l'ambassade de France de Niamey. La France a limogé le mercredi le directeur du renseignement. Ce n'est pas tout. La France, pour faire mal au Burkina, parce que François Compaoré, qui est le petit frère de Blaise Compaoré, la justice avait décidé qu'il soit extradé au Burkina pour être jugé à l'époque de Paul Damemba. C'est ça, non? Emmanuel Macron dit jamais c'est fini. Je vais vous aider à mieux comprendre. La France a annulé le 13 décembre le décret d'extradition de François Compaoré signé en 2020 poursuivi dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Donc la France dit que François Compaoré peut vivre désormais un homme libre en France
il ne sera jamais extradé au Burkina Faso. Parce que tout simplement, on a... Mais c'est une bonne chose pour nous. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit les bonnes choses sont en train de se préparer dans le Liptako Gourmand. Donc la France dit François Compaoré ne sera plus extradé. Nous, on s'en fout. La justice suit son cours. Vous pouvez vous opposer aujourd'hui. C'est un décret. Donc le président prend un décret pour annuler. Mais nous, on peut prendre des avocats sur place en France pour faire appel au décret. Mais c'est donner trop d'importance à Emmanuel Macron. Et je demande au capitaine de ne même pas le faire. Que François Compaoré vienne comparaître pour le maître de Norbert Zongo, quoi qu'il en soit, justice sera faite au temps opportun, au moment opportun. Si François Compaoré est d'une manière ou d'une autre impliqué dedans, je demande tout simplement à la famille de Zongo de garder son sang-froid et de laisser la justice divine faire son travail. Ça va se faire. On n'est pas pressé. C'est eux qui sont pressés. Nous, on n'est pas pressés. Alors, donc, vous voyez, alors, l'Algérie reçoit ce, et puis dit qu'elle veut. Alors qu'en termes de relations internationales, l'Algérie qui a une ambassade au Mali aurait pu saisir le Mali officiellement pour dire, nous souhaitons relancer, puisqu'il y a un ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, même pas l'ambassade, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie pouvait saisir son homologue malien pour dire, nous souhaitons rencontrer les anciens rebelles et puis voir comment relancer le processus de paix d'Alger. Et nous souhaiterions avoir le soutien et l'accompagnement du gouvernement malien. Voilà comment on respecte, voilà comment on traite un pays, voilà comment on respecte un pays avec courtoisie. Je répète, l'Algérie aurait dû saisir le Mali. Il y avait deux voies diplomatiques qui s'offraient à l'Algérie, dans le respect de bon voisinage. Un, l'ambassade d'Algérie au Mali. On pouvait envoyer l'ambassadeur d'Algérie au ministère des Affaires étrangères, porteur des messages au président Assimi Goïta pour lui dire que l'Algérie souhaite rencontrer les anciens rebelles pour relancer le processus de paix d'Alger. Premier élément. Deuxième élément, l'Algérie pouvait saisir, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie pouvait saisir directement son homologue malien, Abdoulaye Diop, pour lui dire, nous souhaitons relancer le processus de paix, mais on cherche d'abord à voir la position du Mali. On ne voudrait pas que... Mais l'Algérie ne le fait pas. L'Algérie, comme elle est gonflée, erronée, elle croit... L'Algérie, je vous ai dit que le Mali ne doit pas faire confiance à l'Algérie, que le Mali ne doit pas faire confiance à la Mauritanie, que le Mali ne doit pas faire confiance au Tchad, et que on devait faire beaucoup. J'avais dit tout ça. J'ai dit Tchad. C'est ça, non? Oui. J'ai dit la Mauritanie et puis l'Algérie, là. Ce sont deux criminels. Parce que c'est la DGSE qui, de concert avec le service de renseignement algérien, ont permis aux terroristes et aux rebelles de s'équiper des armes libyennes pour venir attaquer le Mali en 2011-2012, à la mort de Kadhafi. C'est l'Algérie qui les a laissés passer. Alors que l'Algérie pouvait dire, vous pouvez passer, mais pas avec des armes. Mais l'Algérie les a laissés volontairement passer avec des armes, dans l'intention manifeste de déstabiliser le nord du Mali. Ils l'ont fait en ce moment, c'est ATT qui était au pouvoir, paix à son âme. Aya Sanogo a pris le pouvoir quelques jours, John Godin est venu, des accords ont été, et puis paix à son âme, Ibeka aussi est venu. Et maintenant, c'est Assimi qui est au pouvoir. Et nous avons vu, et on continue de voir, les manifestations négatives de l'Algérie, l'hostilité de l'Algérie. Et la France, qui change de service de la tête de son service de renseignement, vous croyez réellement qu'il n'y a pas une connexion entre le changement de la tête de renseignement français et ce qui est en train de se passer en Algérie?
Vous croyez réellement qu'il n'y a pas de connexion? Si vous croyez qu'il n'y a pas de connexion, c'est que vous n'êtes pas à l'école de Keïta. C'est que vous n'êtes pas à l'écoute de Keïta. C'est que vous écoutez Keïta, mais vous n'entendez pas quand Keïta parle. Tout est lié. Pour que l'Algérie accepte, pourquoi cette coïncidence? Je vous ai dit que je ne crois pas aux coïncidences, je ne crois pas au hasard. Pourquoi c'est maintenant qu'on enlève la tête du renseignement et puis on commence à recevoir les criminels à Alger? Parce que celui qu'on a mis à la tête, certainement c'est celui qu'on veut qu'il travaille mieux avec l'Algérie. Et qu'il y a d'autres intentions, parce que n'oubliez pas toujours ce que je répète. Macron dit, on travaille pour déstabiliser tout le Sahel. C'est pourquoi je dis que l'Allemagne ne doit pas être les 120 soldats. Ils n'ont qu'à rester stationnés là-bas. Faut pas élargir ça. Les Américains, maintenant que notre gouvernement est légitimement reconnu dans le monde entier, les Américains n'ont pas... Parce que normalement, l'Amérique, la constitution américaine interdit les États-Unis de collaborer avec tout gouvernement issu d'un renversement par la force. Ça, c'est ce que leur constitution dit. Hein. Mais pourtant, ils collaborent avec le Mali. L'Allemagne, tout récemment, est allée amadouer le Burkina Faso. Vous avez vu ce que l'Allemagne a donné au Burkina Faso? Bon, moi, je ne peux pas dire au capitaine, c'est une coopération. Comme on dit, on ne refuse pas un cadeau. Allez-y, regardez les images de ce que l'Allemagne a donné au Burkina. Il n'y a même pas un petit pistolet dedans. Il n'y a même pas une petite balle dedans. Vous savez ce qu'ils ont donné? Camion citerne, pelleteuse, et puis quoi encore là? Je ne sais pas, des petits. C'est-à-dire des choses dont le Burkina même n'en a pas besoin. C'est ça qu'ils sont donnés. Mais les moyens dont le Burkina a besoin pour combattre, ils n'ont pas donné armement aux terroristes. Ce sont des pelleteuses qu'ils ont donné aux terroristes avec des citernes. Pelleteuses et citernes, c'est ce qu'ils ont donné au Burkina. Ça ne peut pas un mois, ça ne peut pas 2 semaines. Allez-y, regardez sur les sites d'information au Burkina, si je mens. Allez-y. Et c'est cette Allemagne-là qui vient au Niger. Parce qu'elle quitte le Mali. Tout ça, c'est des bonnes guerres, ça peut se comprendre. L'Algérie, en recevant un opposant au régime, comme le fait Alassane Ouattara à Abidjan, ce que nous avons dénoncé, ce que nous avons dit, Dieu, c'est pourquoi j'ai dit, je bénis mon père, sinon mes pères, et puis mes mamans, je les bénis, et je demande à Allah, ainsi que tous les saints fidèles musulmans pieux, de là où ils sont couchés, que Dieu leur accorde grâce et miséricorde, pardon, afin qu'ils reposent tous en paix. Parce que quand vous avez un père béni, qui vous a béni, une mère bénie qui vous a béni, quand vous tenez, même si le monde est contre vous, tôt ou tard, Dieu fera triompher la vérité. Quand nous avions demandé au Mali de ne pas s'allier à l'Algérie, quand nous, à l'époque, quand je critiquais l'arrivée même du ministre des Affaires étrangères algérien sur le sol malien, au regard de la duplicité de ce pays qui n'est pas un pays sincère, aujourd'hui, on voit que c'est le gouvernement malien qui se plaint, qui convoque même l'ambassadeur de l'Algérie. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Et c'est pourquoi je demande à tous, vous savez, il y a plusieurs façons de recevoir la bénédiction de ses parents. Il y a, moi, comment je l'ai fait, peut-être c'est Dieu qui m'a guidé, je ne sais pas trop. Je quittais jamais mon père, j'étais toujours collé à lui. Donc ça fait que chaque fois quand il parlait, les gens venaient, ils causaient. Donc, tout ça, ça restait gravé. J'étais petit, mais je ne savais pas que j'étais en train de... Je ne savais pas que à cet âge-là, que j'étais en train de me constituer moi-même comme une bibliothèque vivante sans me rendre compte. Ça c'est
C'est quelqu'un qui m'a appelé un jour comme ça, il me dit, j'ai supprimé une conversation entre ton père